vivre. En gardant à l'esprit la situation d'aujourd'hui, rappelons-nous ce que fut le nazisme. Élaboré par Adolf Hitler et exposé en 1925 dans son livre à la fois autobiographique et idéologique Mein Kampf, le nazisme est fondé sur le principe d'une soi-disant supériorité de la race aryenne, sur la conquête d'un espace vital pour l'Allemagne et sur l'extermination de races et de peuples considérés comme inférieurs. L'idéologie d'extrême droite, c'est une dictature politique totalitaire, s'inspirant du fascisme italien. Le régime nazi est instauré en Allemagne de 1933 à 1945. Cette idéologie exalte le nationalisme allemand, appelé pangermanisme, le groupe au détriment de l'individu et le culte fanatique du Führer, le guide, le chef charismatique qu'est Adolf Hitler. Elle utilise puissamment les instruments de propagande racistes et antisémites. Le nazisme est hostile à la liberté de la presse, à la démocratie, au suffrage universel, au syndicalisme, au libéralisme et au communisme. Il cherche à rallier la classe ouvrière en prenant l'union des classes sociales dans une même communauté nationale homogène. Outre sa politique expansionniste qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale, le nazisme a procédé à l'extermination des Juifs par la Shoah et des Tziganes dans des camps de concentration. La conséquence la plus importante et la plus connue de la nomination d'Hitler comme chancelier est certainement la création, dès le mois de février 1933, des premiers camps de concentration. Dès le mois de mars 1933, 50 camps d'internement sont officiellement recensés en Allemagne, gardés par des SA. Hitler y jette nombre de ses opposants communistes, syndicalistes, démocrates. Ces camps furent les incubateurs des grands camps de concentration que les nazis ouvrirent par la suite. Les nazis se servaient d'ailleurs de certains d'entre eux alors qu'ils n'étaient pas encore au pouvoir pour interner en toute illégalité leurs dissidents. Composé en 1933 par des prisonniers du camp de Borgermoor dans le pays de l'Ems, en Basse-Saxe, qui fut l'un des premiers camps nazis ouverts dès 1933, il est devenu le champ international des déportés, le champ des Marais.
En septembre 1939, Hitler déclenche en envahissant la Pologne la Seconde Guerre mondiale. Le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu fut aussi la plus grande guerre idéologique de l'histoire. Mais malgré tout, une résistance a existé, aussi bien dans les pays occupés qu'en plein cœur de l'Allemagne nazie en guerre. Ce chant est né à Londres en 1943. La musique est due à la française Anna Marly et les paroles à Joseph Kessel et à son neveu Maurice Druand, qui venaient tous deux de rejoindre les forces françaises libres. Il est alors devenu l'hymne de la résistance française durant l'occupation par l'Allemagne nazie. Il évoque la chape de plomb qui s'est abattue sur le pays occupé, la censure, les souffles et les murmures de la clandestinité. C'est un chant de fraternité, de combat contre les forces de la nuit, un appel intemporel à résister, à lutter pour la liberté, le chant des partisans. Cette guerre fut totale. Elle gomma presque totalement la séparation entre espace civil et militaire et vit dans les deux camps la mobilisation poussée non seulement des ressources matérielles, économiques, humaines et scientifiques, mais aussi morales et politiques, dans un engagement des sociétés tout entières. Ce conflit connut de multiples crimes de guerre, crimes s'insérant dans une violence militaire et policière, d'une intensité et d'une profondeur inégalées. Mais toujours, des femmes et des hommes, de toute race, nationalité, religion, partis politiques, ont donné leur sang pour lutter contre le monstre nazi. Écrit en mars 1943, Aragon publie ce poème en décembre 1944, au sein du recueil La Diane française, dont le thème est la résistance, en ajoutant la dédicace à 4 résistants que tout oppose politiquement comme idéologiquement. Guy Môquet,
Gabriel Péry, Honoré d'Étienne d'Orbe et Gilbert Dru, la rose et le réséda. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas? Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive, et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par 2 fois, et l'un chancelle, l'autre tombe. Qui mourra? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat? Lequel plus que l'autre gèle? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, 2 sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera. Dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Sous l'identité de Jacques d'Estaing, Louis Aragon publia ce poème le 14 juillet 1943 dans l'honneur des poètes, en hommage à Gabriel Péry, résistant français. Il relate l'histoire d'un résistant prisonnier, torturé par les soldats allemands. Ce poème recèle un profond mépris pour les collaborateurs, traîtres à leur patrie, et un véritable respect pour les résistants morts pour la France, hommes et femmes, qui se sont battus pour l'avenir de leur pays. Ce poème délivre donc un grand message aux Français. Il explique que l'on se bat pour eux et que c'est une grande preuve de solidarité nationale. Ballade de celui qui chanta dans les supplices. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Une voix monte des fers et parle des lendemains. On dit que dans sa cellule, 2 hommes cette nuit-là lui murmuraient « Capitule, de cette vie es-tu là ? Tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre comme nous. Dis le mot qui te délivre et tu peux vivre à genoux. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle pour les lendemains. Rien qu'un mot, la porte cède, s'ouvre et tu sors. Rien qu'un mot, le bourreau se dépossède. Sésame, finis tes mots. Rien qu'un mot, rien qu'un mensonge pour transformer ton destin. Songe, 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 songe à la douceur des matins. Et si c'était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle aux hommes de demain. J'ai tout dit ce qu'on peut dire, l'exemple du roi Henri, un cheval pour mon empire, une messe pour Paris. Rien à faire. Alors qu'il part. Sur lui retombe son sang. C'était son unique carte. Périsse cet innocent. Et si c'était à refaire, referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers dit « Je le ferai demain. Je meurs, et France demeure mon amour et mon refus. Ô mes amis, si je meurs, vous saurez pourquoi ce fut. » Ils sont venus pour le prendre. Ils parlent en allemand. L'un traduit « Veux-tu te rendre »
Il répète calmement, « Et si c'était à refaire, je referais ce chemin. Sous vos coups, chargés de fer, que chantent les lendemains. » Il chantait, lui, sous les balles, des mots sanglants élevés. Une seconde rafale, il a fallu l'achever. Une autre chanson française à ses lèvres est montée, finissant la Marseillaise pour toute l'humanité. Cette guerre vit également l'émergence à une échelle inconnue jusqu'alors de crimes de masse particulièrement atroces et pour certains sans précédent, tout particulièrement à l'instigation de l'Allemagne nazie et du Japon impérial. Parmi ces crimes figurent la déportation en camps de concentration, camps de travail et camps d'extermination, comportant des chambres à gaz à des fins d'extermination de populations entières, juifs, slaves, tziganes, ou de catégories particulières d'individus, homosexuels, handicapés, etc. Le troisième champ est une évocation des décrets du 7 et du 12 décembre 1941, par lesquels les nazis promulguent un ensemble de directives portant sur la sécurité de leurs troupes dans les territoires conquis et occupés. Ces directives ont été appelées décrets Nacht und Nebel, ce qui en français veut dire nuit et brouillard. Le document, signé par Hitler et le maréchal Keitel, ordonne la déportation de tous les ennemis intérieurs au Reich, opposants politiques et résistants en Allemagne. Mesure de terreur et de dissuasion, le décret Nacht und Nebel faisait disparaître les personnes dans la plus totale discrétion, laissant ainsi la famille, les proches et la population de manière générale dans l'incertitude du sort des déportés. Les premiers déportés Nacht und Nebel français sont ainsi arrivés dans les camps dès juin 1943. Arrêté en 1942 par la police de Pétain, puis livré aux nazis, mon père fut l'un de ces déportés. Il eut la chance d'en revenir. Ce chant rend hommage à tous les déportés, écrit en 1963 par Jean Ferrat, dont le père disparut à Auschwitz, nuit et brouillard.
régime nazi fut mis en lumière par les procès de Nuremberg et suscita la définition des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, ainsi que les premiers procès pour génocide. Mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 nations, déployant les hostilités sur quelques 22 millions de kilomètres carrés et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. Ce conflit fut le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Cette histoire, si nous y prenons garde, peut se renouveler. Pensons-y. Comparons les situations des années 1920-1939 qui ont amené au pouvoir le fascisme d'abord, puis le nazisme, avec celle d'aujourd'hui. Confrontons les propos d'hier avec ceux d'aujourd'hui. Réfléchissons. L'antisémitisme, le repli sur soi, la xénophobie, les extrémismes religieux ou politiques refont surface. Les négationnistes, les nostalgiques de cette époque qui vit la mort de plusieurs dizaines de millions d'êtres humains, n'hésitent plus à se faire entendre. L'oubli, l'ignorance, l'individualisme, la situation économique, la peur distillée par des médias et certains politiques et responsables amènent de plus en plus de nos concitoyens à ne plus rejeter les partis et les thèses qui font le renouveau du fascisme. Ne laissons pas l'histoire se recommencer. Le dernier chant est de Serge Utche-Royo, auteur-compositeur-interprète, fils d'exilés républicains d'origine catalane. Cette chanson, qui illustre la résistance des républicains espagnols en lutte contre le régime fasciste, redevient malheureusement aujourd'hui d'actualité. Amis de Sous la Cendre. Je crie pour me défendre.
œuvrons pour que la démocratie perdure et que plus jamais ça. Maintenant, je vais peut-être laisser la parole si des anciens combattants avaient quelques mots à dire. Bon. Donc je voulais les remercier. Je vais quand même faire un rappel parce que j'ai retrouvé en recherchant la trace de certains déportés de la Chapelle des Marais. Malheureusement, très peu. Mahé Onésime, qui était né en 1918 et qui a été déporté à Dachau et qui est mort à Dachau le 7 février 1945. Mahé Raymond, qui était né en 1924, qui était né à Sainte-Reine-de-Bretagne, qui a été déporté à Buchenwald, à Lora, à Dachau, qui est revenu. Guéneuf Henri, qui est né en 1925 à la Chapelle des Marais, qui a été déporté à Buchenwald, à Dora, et dans notre commando, et qui est rentré, lui. Le Goff Ernest, né à la Chapelle des Marais en 1892, qui a été déporté à Buchenwald, à Karlsruhe, il est revenu à Buchenwald et à Dora, et qui est mort en déportation le 15 mars 1944 dans le tunnel de Dora. Belliot Eugène, qui était né à la Chapelle des Marais en 1925, qui a été déporté à Ravensbrück et qui malheureusement est décédé à Ravensbrück après la libération du camp, mais avant son rapatriement. Il est mort le 9 mai 1945 à Ravensbrück. Voilà, c'est ce que je voulais dire en leur mémoire. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez me les faire savoir. Je voulais remercier, bien sûr, la municipalité de la Chapelle d'avoir permis et mis tout en œuvre pour la réussite de ce mois de la mémoire. Merci aux associations et merci aux présents à cette cérémonie. La chorale est formée d'amis chanteurs et musiciens sensibilisés à la mémoire de la déportation. Je veux les en remercier aussi. Merci à eux d'avoir répondu si nombreux à ma sollicitation. Nous sommes issus de 3 groupes vocaux de la région, À tout cœur, chorale de Missillac, Croche en cœur, chorale de Crossac, Mille sabords, groupe de chants de marins de Pontchâteau. Les répétitions ont été menées sous la direction de Jacqueline Roux, qui a dirigé Amis de sous la Sambre, et de Jean-Claude Le Gall. Je les remercie pour ce travail. Si, Messieurs, dames, je suis Guy Martin, le président des anciens combattants de la Chapelle et de Sainte-Reine-de-Bretagne. J'ai été surpris de la question posée par monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors je voudrais lui dire un grand merci pour tout ce que j'ai pu entendre et voilà. Merci à tous. Donc pour nous, ça a été une première, les journées du souvenir. Ça ne sera pas la dernière, puisqu'on vous invite l'année prochaine, les associations, les particuliers qui le souhaitent, à venir dès septembre travailler sur peut-être une autre thématique. Là, c'est vrai qu'on a profité de la demande de Jean-Pierre, on s'est associé à cette dynamique. D'ailleurs, on les remercie, on remercie les chorales. Mais surtout, ce que j'avais envie de dire ce matin, c'est que c'est le démarrage pour nous d'une histoire qui va sûrement se répéter. On est parti au niveau de nos différentes commissions municipales sur d'autres envies, par exemple sur la commémoration de la Première Guerre mondiale. On peut aussi imaginer aussi d'autres commémorations, d'autres cérémonies, parce qu'il est important de se souvenir. Il est important que chacun, chaque génération, puisse se rappeler ce qu'il s'est fait, ce qu'il s'est passé. Et en souvenir de ceux qui ne sont plus là, c'est important que nous
nous nous mobilisions. Merci, je vous invite à venir nous rejoindre dans la salle du Conseil afin de partager avec bien sûr les choristes, les associations, le verre de l'amitié. Merci.